Alors bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette première conférence du mois de l'optimisation. Alors en plus de ce soir, donc je vais faire une petite introduction brève. En plus de ce soir, vous pourrez assister à 3 autres conférences. Donc chaque mardi soir de novembre à 20h30. Elles seront données par des chercheurs spécialistes de l'optimisation. Elles seront à destination d'un très large public. Donc c'est la deuxième fois que cet événement a lieu, après celui de Limoges en 2019. Donc ces conférences ont pour objectif de populariser l'optimisation auprès du grand public. Elles sont organisées dans le cadre du GDR mathématiques de l'optimisation et application. Alors le GDR MOA, mathématiques de l'optimisation et application, c'est un groupe de recherche du CNRS qui regroupe des chercheurs en optimisation de plusieurs universités en France. Alors cette année, en 2020, donc c'est l'IRMAR. Donc l'IRMAR, c'est l'Institut de recherche en mathématiques de Rennes, qui regroupe tous les chercheurs en mathématiques du bassin de la ville de Rennes, on va dire, et l'école d'ingénieurs de l'INSA de Rennes qui organise ce cycle de conférences. Alors, donc, moi, je suis Olivier Lech, je suis enseignant-chercheur à l'IRMAR et à l'INSA. Donc ce soir, pour animer cette conférence, je serai assisté de Mounir Adou et Aziz Belmiloudi, qui sont deux collègues de l'IRMAR et de l'INSA, et de Rosen Texier, qui, elle, est aussi chercheuse à l'IRMAR et est enseignante à l'École normale supérieure de Rennes. Alors, l'Académie de Rennes est associée à ce cycle de conférences. Alors, il était prévu initialement que des classes de lycée assistent à chaque conférence avec leurs professeurs. Malheureusement, dû aux circonstances que vous connaissez, nous avons dû annuler toutes les rencontres en présentiel. En particulier, cette soirée devait avoir lieu à l'Espace des Sciences de Rennes. Alors, il est possible qu'elle soit reprogrammée plus tard dans l'année, si les circonstances le permettent, avec Samir Adli et Rej Alcorn. Donc, tous les exposés de ce mois de l'optimisation auront lieu en ligne et ils seront enregistrés pour pouvoir être exploités par les professeurs de lycée dans leur classe, s'ils le souhaitent. Donc, selon les conditions, ces prochains mois, il y aura peut-être aussi des chercheurs et des étudiants qui pourront intervenir dans les classes de lycée qui participent à ce projet. Donc, je laisse les enseignants qui désirent en savoir plus contacter leurs inspecteurs pédagogiques Gilles Patry et Olivier Georget. Ils ont dû avoir quelques informations là-dessus directement par les canaux de l'académie. Donc là, il est temps de passer donc, à l'exposé de ce soir. Alors, je voudrais préciser, comme vous le voyez sur la diapo qui est projetée, que vos micros et vos caméras sont coupés et que vous ne pourrez pas les activer directement vous-même. Vous pouvez poser vos questions durant la conférence par écrit à l'aide de l'icône questions et réponses Q&R. Et vous pouvez poser aussi de façon anonyme si vous le souhaitez. Donc Rosen, Mounir et Aziz y répondront au fil de l'exposé ou sélectionneront quelques questions pour la fin de l'exposé. Et à la fin de l'exposé, si vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. Donc c'est un petit icône qui ressemble à une main pour qu'on puisse activer votre micro et vous donner la parole. Ça dépendra du monde, bien sûr. Alors je termine avec quelques mots de présentation des intervenants. Alors, il y aura deux exposants ce soir. Il y aura Samir Adli, qui est professeur à l'Université de Limoges, membre de l'Institut XLIM. C'est un institut qui regroupe plusieurs disciplines scientifiques, dont les mathématiques. C'est un mathématicien, c'est un chercheur reconnu dans le domaine de l'optimisation. Et plus particulièrement, c'est un spécialiste d'analyse convexe et variationnelle. Donc, il nous parlera d'histoire de l'optimisation. Et il sera accompagné par l'artiste événementiel Rej Alcorn, qui va peindre devant vous en direct un tableau en lien avec les thématiques développées par Samir. Voilà, donc je laisse la parole à Samir. Vas-y Samir. Voilà, bonsoir. Merci Olivier. Donc, je vais essayer de partager mon écran. C'est bon? Olivier? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Ah, tu vois ton écran. Bon, un grand merci Olivier pour cette introduction. Et donc, c'est un grand merci aux organisateurs, à tous les autres organisateurs rennais pour cette invitation. Effectivement, c'est la deuxième édition du mois de l'optimisation.
Et l'idée, c'est de populariser justement cette thématique et on va essayer de faire tourner cet événement un petit peu partout en France. Bon, l'année dernière, c'était à Limoges, cette année, c'est à Rennes, l'année prochaine, ce sera à Perpignan et on espère que ça tournera dans d'autres villes, ça peut être Toulouse, Grenoble, etc. Donc, nous allons essayer dans cette conférence un peu atypique, avec Reg, comme tu l'as bien dit, Olivier, de mélanger un peu mathématiques et art. Et je vous demanderai de ne pas tout le temps regarder mes slides, parce que vous avez deux belles perspectives à droite de votre écran, où justement Reg va peindre, il va exactement transformer un tableau du XVIIe siècle, un tableau de Claude Gelée, connu sous le nom Claude Lorrain. Et donc ce tableau porte le nom de Port de mer au soleil couchant. Et ce tableau va être transformé au fur et à mesure de l'exposé pour arriver à une itération finale que vous allez découvrir à la fin de mon exposé. Donc, on ne se rend pas compte, mais nous utilisons l'optimisation tous les jours. Par exemple, pour aller d'un point A à un point B, on va essayer de chercher le trajet le plus rapide, le plus court. Et on va voir que le plus court et le plus rapide ne sont pas du tout équivalents. Et en ce moment, on court tous derrière le temps, donc trop de choses à gérer en même temps. Avec le confinement, il vaut mieux rentabiliser au maximum le créneau d'une heure et le rayon de 1 km. Donc, d'où l'utilité de l'optimisation. Donc, il paraît que notre cerveau est aussi programmé pour optimiser. Voici une étude, par exemple, parue dans Sciences et Avenir, intitulée « Le cerveau optimise sa consommation d'énergie » et il l'utilise avec plus d'efficacité qu'on ne pensait. Alors, dans tous les domaines d'activité industrielle, bien entendu, l'optimisation est présente et on peut, par exemple, citer les techniques d'optimisation utilisées pour la production et la distribution de l'électricité chez EDF ou d'autres fournisseurs d'électricité. On peut aussi citer l'optimisation d'une flotte aérienne chez Air France. On peut, par exemple, dans l'industrie automobile, on cherche à fabriquer des voitures qui consomment le moins de carburant possible. Donc, tous les constructeurs vont chercher à minimiser ce qu'on appelle la traînée aérodynamique, justement, d'où l'importance en fait de la forme de la voiture. Et ça, c'est un thème qui fait partie de ce qu'on appelle l'optimisation de forme, aussi qui fait partie intégrante de l'optimisation. Donc, la SNCF aussi possède un département de recherche opérationnelle et aide à la décision. Bon, pour optimiser la circulation des trains, bon, souvent c'est en retard, mais bon, le département existe bien et donc il essaie de simuler justement l'optimisation de la circulation des trains. Dans les prévisions météo, des codes d'optimisation sont utilisés tous les jours. Et avec l'explosion en fait des données massives, les réseaux sociaux, les GAFA sont des gros consommateurs de problèmes d'optimisation. Donc le but, c'est d'extraire d'informations très pertinentes, pertinentes pour justement le groupe, les groupes GAFA, par exemple, si on utilise les GAFA, extraire ces informations pertinentes d'une grande base de données numériques en utilisant des algorithmes d'apprentissage, par exemple Prof. Et je vous expliquerai à la fin de mon exposé comment, par exemple, Netflix utilise les techniques d'optimisation dans le système de recommandation des films et des séries. Mais avant tout, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de l'optimisation. Et donc, qu'est-ce que c'est l'optimisation? Voilà. D'après le dictionnaire, le mot optimisation a la même racine latine qu'optimum, qui signifie simplement le meilleur possible. Il s'agit donc de l'action d'obtenir le meilleur ou d'améliorer un fonctionnement ou un rendement. Autrement dit, l'optimiseur ressemble un petit peu à l'optimiste
qui a toujours envie de faire mieux et souvent le mieux possible. Et là, on parle d'optimisation globale, d'accord? Trouver le minimum global. En informatique, par exemple, optimiser un code veut dire améliorer ses performances. Et dans le domaine de la finance, par exemple, on parle d'optimisation fiscale, c'est-à-dire minimiser l'imposition, hein, mais d'une manière, bien entendu, légale, dans ce contexte-là. Mais en mathématiques, l'optimisation est une discipline qui traite de la recherche, comme vous le voyez ici, d'un minimum ou d'un maximum d'une fonction donnée, mais soumise à des contraintes. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu la définition mathématique à travers ce graphe. Donc, on se donne une courbe que vous voyez ici, cette courbe-là, lisse, et on a une bille que vous voyez ici, et cette bille est soumise à l'action de son propre poids, d'accord? Elle va tomber. Et donc, si la bille a suffisamment d'énergie, elle va tomber. Et qu'est-ce qui va se passer? N'a pas suffisamment d'énergie, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle va tomber, elle va osciller ici, et à ce moment, elle stabilise dans ce minimum. Là, on parle de minimum local. Si, par contre, la bille a suffisamment d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va remonter, d'accord, pour aller explorer peut-être d'autres minima. Et là, par exemple, si on regarde, si on compare ce minimum-là par rapport à celui-là, on voit que l'ancien, le précédent, est mieux. Et s'il y a suffisamment d'énergie, tac, elle va remonter pour aller explorer peut-être d'autres minimums. Et là, on voit que, par exemple, ce minimum-là, c'est le minimum global qui est tant demandé par les industriels, qui est un problème très compliqué d'un point de vue algorithmique. Trouver le minimum global d'une fonction n'est pas facile. Alors, vous allez voir sur cette simulation, donc vous voyez en fait la bille qui va explorer un petit peu l'ensemble des minimums. Mais vous voyez, en chaque point, j'ai calculé la tangente et vous regardez la pente ici qui représente la pente de la tangente en chaque point. D'accord? Là, on est dans une pente positive. D'accord? On va redescendre, donc c'est une pente négative. Et quand on va passer par ce minimum, vous allez voir que la pente va devenir 0. D'accord? Ce qui voudrait dire, là, on atteint 0 et on remonte une pente positive. Donc, une première constatation de dire qu'en chaque point minimum, j'ai une pente, une tangente horizontale qui voudrait dire qu'on a une pente qui est nulle. D'accord? Alors, donc, on va travailler avec ça que les mathématiciens appellent une condition nécessaire d'optimalité. Donc, si on a un minimum, donc j'ai repris le dessin de tout à l'heure, si on a un minimum, alors ce minimum, forcément, il va réaliser la dérivée égale 0. En ce point est égal à 0, ce qui voudrait dire qu'on a une pente nulle. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les points critiques ou les points stationnaires. Et sur ce graphe-là, alors, vous allez voir qu'il y en a 6. Donc, x1, il y a une pente, une tangente horizontale. Là, c'est pareil. En ce point x3, x4, x5, etc. jusqu'à x6. Alors, c'est comme dans une enquête policière. En fait, on a la condition nécessaire d'optimalité va nous donner des suspects. Et alors, pour justement trier les suspects des coupables, ici pour nous coupables veut dire tout simplement un minimum, parce qu'on cherche à minimiser, d'accord? Il faut prendre ces points critiques, d'accord, et les passer dans un détecteur de mensonges. On imagine qu'on a un détecteur de mensonges qui ne se trompe pas. Alors, donc, on va les passer dans un détecteur de mensonges, et alors, qui va être notre condition suffisante. C'est-à-dire, si certaines conditions sont satisfaites, alors on peut affirmer que c'est un minimum, ou c'est un maximum, ou c'est rien du tout. Alors, vous remarquez la première constatation géométrique ici, sur ce graphe, c'est qu'on a, en ce point-là qui est un minimum local, on a une courbure qui est tournée vers le haut. D'accord? C'est ce qu'on appelle la convexité, une convexité locale, d'accord, autour de ce point. Et mathématiquement, cette convexité est mesurée par la dérivée seconde. C'est-à-dire, donc là, j'ai remis l'ensemble des points critiques de tout à l'heure, il y en a 6. Donc, la condition suffisante qui va nous permettre de voir si la dérivée seconde est positive, ça veut dire que la fonction est localement convexe autour de ce point, donc on a un minimum local. D'accord? Et là, vous voyez ici, c'est ça notre détecteur de mensonges. Donc, en fait, x1, ben, c'est bien coupable, effectivement, parce que la dérivée seconde est positive, x3, c'est pareil, et x4 et x6,
c'est pareil. Par contre, x2, la dérivée seconde, normalement, elle va être négative parce que c'est concave. Et x5, c'est pareil. Donc, il y a un point particulier que vous voyez ici. Donc, en fait, sur les 6 coupables, les 6 suspects, il y en a 3 qui sont innocents et 3 qui sont coupables grâce à cette condition suffisante. Vous regardez en fait ce point particulier qui s'appelle le point x5, où on a une tangente horizontale, ce qui veut dire que c'est un point critique, il appartient à cette classe-là. Mais par contre, la tangente traverse la courbe et ce n'est ni un minimum ni un maximum. Donc en mathématiques, on parle de point d'inflexion. D'accord ? Et alors, ce point d'inflexion se généralise en fait en dimension supérieure et porte le nom de point sel ou point col. Tout dépend si on aime les chevaux ou la montagne. Donc, point sel pour les chevaux et point col pour la montagne. Et donc, ce point, il a des propriétés très, très intéressantes en optimisation. Alors, pourquoi il a des propriétés importantes ? On le trouve, par exemple, dans les méthodes primales duales en optimisation. On le trouve aussi dans le théorème de minimax en théorie des jeux. Lorsqu'il y a 2 joueurs, par exemple, il y en a un qui maximise ses gains et l'autre en face qui essaie de minimiser ses pertes, d'où min-max, d'accord ? On le trouve aussi dans les équilibres de Nash et c'est tellement important les points sel, d'accord, que c'est justement le logo de notre groupe de recherche national, MOA, Mathématiques de l'optimisation et ses applications, qui subventionne en partie ce mois de l'optimisation. Voilà. Alors, après, j'ai eu quelques questions de certains lycéens, donc de type « mais ça date de quand l'optimisation ?» Alors, il paraît que les premiers problèmes d'optimisation auraient été formulés par Euclide au IIIe siècle, avant notre ère, dans l'ouvrage connu « Les éléments ». Donc, Euclide a essayé de maximiser en fait l'aire d'un rectangle à périmètre constant. Par exemple, si je vous donne un rectangle dont le périmètre est constant, on va dire que le périmètre ici, c'est petit l, la largeur plus la longueur fois 2, d'accord ? C'est ça le périmètre qui est constant. Et on va essayer de maximiser la surface, c'est-à-dire imaginez que vous avez une chèvre et vous avez une clôture et vous voulez donner le plus d'herbe, le plus de surface à votre chèvre, et bien la figure optimale, c'est le carré. Et le carré, et il va avoir un côté qui est P sur 4, où P c'est le périmètre que vous êtes fixé dès le départ. D'accord ? Donc ça, il paraît que c'est l'un des premiers problèmes d'optimisation, mais sans doute l'optimisation est plus ancienne que cela. Vous connaissez sans doute l'histoire de la reine légendaire Didon et l'inégalité isopérimétrique que je vais raconter dans une petite minute. Mais tout à l'heure, j'avais essayé de chercher à maximiser l'aire à périmètre constant dans l'espace des rectangles. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'enlève cette contrainte sur l'espace des rectangles et je vous donne juste un périmètre constant, d'accord ? Qui est ici petit l, une sorte de ficelle, d'accord ? Et vous essayez, je vous demande quelle est la figure qui va réaliser la surface maximale. Donc, vous allez essayer de faire maximiser en fait l'air à l'intérieur de ça. Donc, vous allez pousser cette partie-là. Donc, vous allez détruire toutes les parties qui ne sont pas convexes. D'accord ? Là, vous allez pousser aussi cette partie pour arriver. Donc, votre réponse sera évidemment la figure parfaite qui est le cercle. Donc, ceci est connu dans la littérature comme l'inégalité isopérimétrique. Et ceci se démontre assez facilement parce que c'est quelque chose qui est facile à démontrer avec les bulles de savon, même si la démonstration mathématique est très, très, très loin d'être évidente et on a mis plusieurs années à trouver une preuve mathématique correcte, malgré la simplicité de l'énoncé. Donc là, vous voyez sur cette vidéo, on a donc le film de savant qui va essayer de chercher à minimiser l'énergie. Donc l'énergie ici est proportionnelle. Vous voyez que elle va être l'énergie proportionnelle à la surface. Donc là, l'énergie, elle sera donc minimisée tout en minimisant la surface. Si on veut minimiser la surface, ça revient à maximiser le complémentaire, c'est-à-dire on va maximiser les trous.
Donc là, on maximise les trous. C'est pour ça qu'on trouve ici un cercle. Il n'est pas tout à fait parfait à cause de ça, mais c'est quand même une jolie démonstration qui peut intéresser les lycéens et les collégiens. Voilà, donc ceci nous introduit immédiatement donc, à l'histoire de la reine Didon. Cette reine phénicienne, donc, qui a été chassée par son frère Pygmalion de Tyr, elle est arrivée sur les côtes de la Tunisie actuelle. Elle demanda une terre d'asile aux autochtones, mais ceux-ci lui donnèrent par dérision autant de terres qu'elle pourrait en faire tenir dans une peau de bœuf. Donc, après réflexion, elle découpa la peau en lanières, en fines lanières, et en les mettant bout à bout, donc elle obtient un grand disque, d'accord, comme vous avez vu tout à l'heure, qui lui permet de fonder la ville de Carthage. Donc, ceci a inspiré le peintre anglais William Turner, dans le tableau que vous voyez, le tableau suivant, qui s'intitule « Didon construisant Carthage », ou l'ascension de l'Empire carthaginois, qui est peint en 1815. Donc, William Turner, connu comme le peintre des Lumières, mais sans doute Reg pourrait en parler mieux que moi de William Turner tout à l'heure. Alors, pourquoi j'en parle de ce tableau? Parce que dans un autre tableau peint cette fois-ci par Reg Alcorn, il s'agit d'une conférence de 2019 qu'on a donnée à l'université de Perpignan sur l'optimisation sous ses formes géométriques convexes. Donc, on part de ce tableau, de la peau justement de bœuf qu'on découpe en lanières pour arriver sur l'inégalité isopérimétrique, donc le cercle parfait. Et là, on voit le tableau de William Turner sur le sunrise de Carthage. Et tout ça, dont à l'intérieur, vous voyez aussi le théorème du nid d'abeille, un théorème très très connu, très très ancien, dont la démonstration ne date que des années 2000 par le mathématicien américain Thomas Hale. Hein, le théorème du nid d'abeille, d'accord, l'hexagone réalise la meilleure surface, le meilleur pavage dans le plomb. On voit aussi des figures géométriques sphériques et on voit aussi l'empilement des sphères. Ça, c'est lié aussi à la conjecture de Kepler. D'accord. Et bien entendu, cette conjecture qui a daté plus de 300 ans avant d'être démontrée récemment justement par Thomas Hale. On voit aussi le Kissing Number de Newton, on voit aussi les cercles d'Apollonius, et tout ça dans un fond de brachistochrone et d'une boule qui va arriver sur une trajectoire la plus rapide, dont je vais vous parler juste après. Donc, vous l'avez remarqué que l'optimisation est liée à la notion de dérivée. Pour trouver donc le minimum ou le maximum, on est à un moment obligé de dériver la fonction pour trouver, donc vous vous rappelez, l'équation stationnaire f' de x égale 0, trouver tous les points qui annulent la dérivée, les points critiques. Et on enseigne cela dans un cours de licence de mathématiques, c'est le calcul, ce qu'on appelle le calcul différentiel. Et dans l'histoire des mathématiques, il y a eu une controverse célèbre sur la paternité du calcul infinitésimal. D'un côté, nous avons donc en fait Gottfried Wilhelm Leibniz, et de l'autre côté, vous avez Isaac Newton. Mais avant de vous parler de la polémique de ces deux génies du XVIIIe siècle, Leibniz versus Newton, je vais vous donner un petit aperçu sur leurs personnalités respectives. Nous avons d'un côté ici Leibniz, qui est philosophe, mathématicien, diplomate, juriste, poète, c'est ce qu'on appelle un polymathe allemand. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Hein. À ce propos, il avait 1 millier de correspondants dans le monde entier. Il correspondait même avec des Chinois et des Indiens d'Inde. Et il échangeait sur des questions de philosophie et de mathématiques. Il se lançait en fait tout le temps dans de nouveaux projets.
Et en 1673, il conçoit une machine mécanique à calculer, parce qu'il voulait absolument faire une machine à calculer, qui est le précurseur de notre calculette moderne. Et il se rend à Londres pour présenter le prototype de cette machine, parce qu'il était membre de la Royal Society. Et il profite pour étudier les œuvres de Newton. Et donc, il publie sa découverte mathématique la plus fondamentale sur le calcul différentiel et intégral en 1684. Donc, je montre le titre de cette publication, hein, qui est en latin, que vous voyez ici. Et alors, la traduction Nova Methodus Pro Maximus et Minimus, qu'on traduit une nouvelle méthode pour les maxima et minima, ainsi que les tangentes, qui ne butent ni sur les fractions, ni sur les irrationnels, avec un mode original de calcul. Donc, vous voyez déjà, sur cette publication, on voit la notion d'optimum, de minimum, de maximum, de tangente. Donc, tout est lié. Et vous avez de l'autre côté Isaac Newton. Alors, Newton était un personnage qui était réfractaire à montrer ses travaux au reste de la communauté scientifique. C'est quelqu'un qui était solitaire, très secret. Hein. Il avait une vie sociale extrêmement pauvre et ne manifestait aucune empathie, était un peu paranoïaque, très hautain. Il était en conflit avec pas mal de collègues de son époque. Il se trouve que Leibniz a publié donc le premier en 1684 et Newton a publié bien plus tard en 1687. Donc, on voit une différence de 3 ans entre les deux. Alors, la publication sur le calcul infinitésimal, dont le Principia de Newton, ça s'appelait le calcul des fluxions, que lui, il avait trouvé en 1666. Donc, d'un point de vue publication, c'est Leibniz qui a publié plus tôt et Newton après. Mais ce qui s'est passé, c'est que bien plus tard, les historiens ont décidé que les deux étaient les fondateurs du calcul infinitésimal et différentiel moderne. Bien. Alors, ceci nous ramène à poser la question, est-ce que le chemin le plus court est le plus rapide? Alors, normalement, cette conférence aurait dû avoir lieu à l'Espace des Sciences de Rennes, en présentiel, mais le couvre-feu ainsi que le confinement en ont décidé autrement. Et donc, pour me rendre de Limoges à Rennes, j'ai calculé sur ma pile la trajectoire ou bien le chemin le plus rapide. Donc, vous voyez le plus rapide, il fait 489 km, donc ça m'amène à 5h02, alors que le plus court, il fait 377 km, mais il fait 6h17. Donc, on voit bien déjà que le plus rapide ne veut pas dire forcément le plus court. D'accord ? Et donc, pourquoi j'en parle de ça ? Parce que dans l'histoire, justement, sur la paternité du calcul infinitésimal, il y a eu un défi, et ce défi a été lancé par Jean Bernoulli en 1696. Alors, il faut juste, Jean Bernoulli était un mathématicien, un physicien suisse, c'est le frère de Jacques Bernoulli et le père de Daniel Bernoulli. Donc, Jean Bernoulli dit, moi, Jean Bernoulli, je m'adresse aux mathématiciens les plus brillants du monde. Rien n'est plus attrayant que pour les gens intelligents qu'un problème honnête et stimulant, dont la solution possible conférera la gloire et restera un moment durable. En suivant l'exemple de Pascal, Fermat, etc., j'espère gagner la reconnaissance de toute la communauté scientifique en mettant devant les meilleurs mathématiciens de notre temps un problème qui mettra à l'épreuve leur méthode et la force de leur intellect. Si quelqu'un me communique la solution, les problèmes proposés, je le déclare publiquement digne de louange. Signé en juin 1696. Donc ça, c'est le problème, c'est le défi qui a été lancé par Bernoulli. Mais c'est quoi exactement? C'est ce qu'on appelle le brachistochrone. Alors, le brachistochrone, donc brachistos,
Donc, j'ai vu que Harris était connecté, donc il va pas me contredire. Brachistos, donc, écrit en grec ici, ça signifie le plus court. Chronos, signifie le temps. Donc, vous voyez, ça vient de chrono. Et donc, on cherche le plus court en temps. Donc, en gros, et le problème qui a été posé par Jean Bernoulli est le suivant. On suppose qu'on a une bille, que vous voyez ici, hein, soumise à l'action de la gravité, roulant d'un point A à un point B. On suppose que l'altitude du point A est inférieure ou supérieure à celle du point B. Bon, c'est la même. Quel est le chemin le plus rapide allant de A vers B? Parmi tous les chemins, normalement, le plus court, c'est le segment AB, mais il y a peut-être d'autres chemins. D'accord? Alors, la réponse est liée en fait à la question qu'on avait posée tout à l'heure sur la paternité des calculs infinitésimales. Et en fait, Jean Bernoulli souhaitait lancer un défi à Newton, parce qu'à l'époque, l'Europe était divisée en deux camps, si on peut dire. Il y a le camp qui défendait Leibniz et l'autre qui défendait plutôt Newton. Et donc, Jean Bernoulli souhaitait lancer un défi à Newton, qui avait quitté Cambridge à l'époque collège pour devenir directeur de la maison de la monnaie, le Royal Mint. Et son travail était de lutter contre la contrefaçon. Et il a fait emprisonner une centaine de faux monnayeurs par là. Quand il a reçu le défi de Jean Bernoulli, il a dit « Je n'aime pas être taquiné par des étrangers sur des choses mathématiques ». Et il a passé toute la nuit pour trouver la solution. Et finalement, à ce problème sur le brachistochrone, il y a eu 5 solutions qui ont été retenues. Celle de Newton, celle de Bernoulli, Jacob Bernoulli, Leibniz, de l'hôpital, en plus de celle de Jean Bernoulli. La solution de Newton a été anonyme. Elle a été reconnue par Bernoulli en disant « Nous reconnaissons le lion par sa griffe ». Donc, c'est grâce à ça, on a la naissance des calculs des variations. C'est ce qu'on appelle les calculs des variations modernes. Alors, après, je vais vous montrer une petite simulation ici que vous voyez. On a une bille, c'est toujours une bille ici que vous voyez. Il y a 3 trajectoires et on va essayer de chronométrer. Il y a une trajectoire qui est celle la plus courte, c'est le segment. Une trajectoire qui est courbée et la trajectoire qui est là, qui est en rouge. Donc, on va lancer les 3 billes en même temps. Donc, vous voyez que la trajectoire rouge, c'est la trajectoire gagnante. Donc là, les gens qui font du skateboard, ils connaissent très bien cette trajectoire-là. Elle est connue comme ce qu'on appelle le cycloïde. Et le cycloïde, c'est quoi exactement? Eh bien, vous prenez un point quelconque dans le cercle et vous faites rouler ce cercle et la trajectoire obtenue, d'accord, par ce point-là, comme vous le voyez sur cette animation, c'est exactement la cycloïde dans l'équation mathématique se trouve ici. Voilà. Alors, après, on peut se poser la question, l'optimalité dans la nature. Et donc, la question, est-ce qu'il y a une optimalité dans la nature? Et l'une des plus belles pensées de Leonardo da Vinci, qui dit « Aucune action naturelle ne peut être abrégée ». Donc, déjà, il y a la notion d'optimisation. Donc, toutes les choses dans la nature sont abrégées. Vous pouvez... il n'y a pas d'exposé sur le nombre d'or, d'accord, la spirale du nombre d'or, les nombres de Fibonacci, comme vous le voyez ici, ou par exemple l'optimalité dans le nid d'abeille, le théorème du nid d'abeille dont j'avais parlé tout à l'heure, qui a été démontré que dans les années 2000, etc., etc. Donc là, toute action naturelle est engendrée par la nature de la plus courte façon que l'on puisse trouver. Donc déjà, il y a une notion d'optimalité qui est derrière tout ça. Et la question, existe-t-il qu'on peut se poser un principe physique général qui régit les lois de la nature? Ceci nous amène à parler donc des principes des moindres actions. Par exemple, la lumière va obéir au principe de Fermat, et donc le principe, ce qu'on appelle aussi le principe de moindre temps, d'accord, hein, ou le principe des économies naturelles. On essaie toujours d'économiser nos efforts. Et donc là, c'est pareil, le rayon lumineux va suivre donc la trajectoire qui va faire le moins de temps possible. Donc ça, c'est la naissance de ce qu'on appelle l'optique géométrique et dans l'histoire des mathématiques. Ensuite,
Maupertuis a essayé de dégager un principe qu'il a décrit ici, qui mélange un peu métaphysique et science. Et donc, il a écrit « J'ai découvert un principe métaphysique sur lequel toutes les lois du mouvement et du repos sont fondées. J'ai fait voir la conformité de ce principe avec la puissance et la sagesse du Créateur et de l'ordonnateur des choses. Ce principe est que dans toutes les distributions de mouvements qui se font dans la nature, la quantité d'action, qui est la somme des produits des masses, par l'espace qu'elle parcourt et par les vitesses avec lesquelles elle les parcourt, était toujours la plus petite qu'il est possible. Donc en fait, la quantité de mouvement, la masse fois la vitesse, et là on a ce qu'on appelle l'action S, l'intégrale c'est de A à B, de cette quantité de mouvement, et on va essayer de minimiser cette fonction. D'accord? Et donc c'est le principe des moindres actions. Il a fallu attendre justement Euler et Lagrange qui ont débarrassé ce principe des moindres actions de toute connexion avec le religieux. Et les équations d'Euler-Lagrange apparaissent bien, comme vous le voyez ici. Ce sont des conditions, ce qu'on appelle les conditions nécessaires d'optimalité. On cherche à minimiser une fonction en fonctionnel g de x. Elle, ici, c'est ce qu'on appelle le Lagrangien, d'accord, soumise à des contraintes de position initiale et position finale. Donc, ceci a donné naissance à une autre branche qui est connectée aussi à l'optimisation qu'on appelle le contrôle optimal. Et on va revenir sur les équations d'Euler-Lagrange un petit peu plus tard. Alors, ceci a amené Reg l'année dernière pour l'édition de Limoges à peindre ce tableau. Je vais essayer de dégager un petit peu les idées essentielles qui sont derrière ça. Donc, ce tableau met en scène l'évolution historique de l'optimisation comme un vaste chantier où se rencontrent les lois de la physique, les mathématiques, les sciences de la matière et les scientifiques. On peut distinguer le brachistochrone que vous voyez ici, d'accord, hein, trajectoire des skateboarders. Après, une boule que vous voyez ici qui est prête à tracer la trajectoire du brachistochrone. Et au pied de ce brachistochrone, on voit Leibniz et Newton qui se disputent âprement la paternité du calcul. Et au premier plan de ce tableau-là, hein, on voit la réfraction produite par passage de la lumière à travers différentes matières. Elle est aperçue comme un décalage, par exemple, ici de la cuillère dans l'eau et l'eau dans le verre. Ceci illustre les lois de Snell-Descartes, ici, donc que je n'ai pas le temps d'en parler. On voit aussi le compas et la règle, qui sont des outils exclusifs de la géométrie euclidienne, et le caillou ramassé, d'accord, ici, que vous voyez qui sont ramassés de ce tas, c'est pour symboliser le perfectionnement progressif des équations en contraste avec cette sphère qui est parfaite, d'accord, la perfection de cette sphère. Près du remblai, on voit Optimo. Donc, Optimo, c'est notre mascotte du mois de l'optimisation. Optimo qui rend hommage à la brouette de Monge, 1780. Un outil donc majeur dans l'optimisation du transport et de la logistique. Malheureusement, faute de temps, je n'aurai pas le temps d'expliquer les travaux de Monge. L'optimisation justement de transport. Et l'affiche annonce l'efficacité des outils de calcul de Lagrange, que vous voyez ici, avec un jeu de mots en anglais qui est unique à Reg. Si vous voulez optimiser votre entreprise, alors utilisez les multiplicateurs de Lagrange. Le portrait de Lagrange, si vous parlez à un astronaute, Lagrange va évoquer pour lui les points de Lagrange. Si vous parlez à un contrôleur qui utilise les contrôles optimales, il va parler plutôt des équations d'Euler-Lagrange que vous voyez ici. Mais si vous parlez à un optimiseur, il va vous parler des multiplicateurs de Lagrange ou du Lagrangien. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que sur le fond, on voit le portrait de Joseph Lagrange. Voilà. Il y a pas mal de contributeurs dans l'histoire des mathématiques de l'optimisation.
Malheureusement, faute de temps, je ne pourrai pas tous les citer, mais on peut citer les travaux de Fourier, de Cauchy, de Weierstrass, de Hamilton, Jacobi, Minkowski, par exemple Tchebychev et Farkas, qui ont été vraiment des savants du 18e, 19e siècle, qui ont contribué à l'évolution de l'optimisation. Et plus récemment, on peut aussi parler des travaux de Van Neumann, un des fondateurs de la théorie des jeux modernes, Pontryagin, avec le principe du maximum de Pontryagin, très important dans le domaine du contrôle, Kuhn et Tucker, que vous voyez ici, tous les optimiseurs connaissent les conditions KKT, de Karosh-Kuhn-Tucker, Leonid Kantorovitch, normalement, je devais parler de ce mathématicien économiste soviétique spécialiste de l'optimisation, mais faute de temps, je ne pourrais pas. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 1975. Il a inventé dans les années 30 la programmation linéaire et ses applications à l'optimisation de la production économique planifiée. Georges Denzing, c'était prévu aussi que j'en parle, mais malheureusement, faute de temps, je ne peux pas. Inventeur de l'algorithme du simplex, qui a profité à beaucoup de domaines industriels pour maximiser le bénéfice. Évidemment, John Nash, aussi un prix Nobel d'économie en 1994, l'équilibre de Nash en théorie des jeux, et bien d'autres mathématiciens que malheureusement, faute de temps, je ne pourrai pas vous en parler. Alors, je vais faire une petite pause pour justement voir l'évolution des tableaux de Rage. Donc, pour que vous puissiez profiter justement de tableaux en plein écran, je vais arrêter mon partage d'écran. Olivier, si tu peux reprendre la main. Tu veux que j'arrête le partage d'écran? Non, il est en... Ah, c'est bon, je l'ai arrêté normalement. Je vais laisser quelques minutes à Rage pour voir un petit peu l'évolution du tableau. Donc, on était parti du tableau de Claude Lorrain. Et là, le tableau, il est en train de se transformer. Très bien. Alors, je reprends mon partage d'écran. Donc, j'en étais là. Donc, il ne vous a pas échappé que nous vivons une révolution numérique. Ce n'est plus l'équation mathématique qui est au centre, mais plutôt la donnée ou les données, d'une manière générale. On parle de science des données, donc data science. Le problème est que ces données sont gigantesques, de très grande taille. Les outils mathématiques évoluent, bien entendu, et le but de tout ça, c'est d'extraire des informations pertinentes d'une grande base de données et avec des applications réelles dans le domaine de la conduite autonome, dans le diagnostic médical, dans la détection de fraude, dans la reconnaissance vocale et aussi dans la recommandation de produits. Et donc, ça tombe bien, j'ai choisi de vous montrer comment, par exemple, Netflix recommande à ses abonnés les films et les séries. D'accord? Alors, pour simplifier l'exposé, je vais supposer que j'ai en fait 4 clients. On a Alice, Bob, Charlie et Deborah. Et de l'autre côté, on a 5 films. Ce sont des films pris au hasard, Titanic, Harry Potter, peut-être que vous reconnaissez un de vos films préférés. Et donc, on va supposer par exemple que Bob a regardé le film 3, d'accord, F3, et il l'a noté 4 sur 5 étoiles. Très bien. Maintenant, on fait la même chose pour les autres utilisateurs. Alice, par exemple, a regardé le film F1, d'accord, elle a noté 3, d'accord. Donc, vous voyez le code de couleur, ça va du rouge jusqu'au vert foncé, de j'aime le moins jusqu'à j'aime le plus, en passant par le jaune qui est intermédiaire. Et donc, par exemple, Deborah a regardé le film F3, elle a bien aimé, c'est le 5, elle a donné une note 5. OK. Alors, à partir de là, comment la factorisation matricielle va servir pour prédire
en fait, les recommandations pour les futurs clients. Très bien. Alors maintenant, on a une matrice qu'on a remplie. Alors vous voyez ici, c'est une matrice qui contient 4 lignes qui correspondent aux 4 consommateurs, aux 4 utilisateurs et les 5 fils. Donc la question est, on va simplifier encore une fois l'exposé, on va imaginer qu'on a simplement 2 catégories de films, soit c'est la comédie ou le drame. Donc on peut bien entendu généraliser ça pour d'autres films, ça peut être l'action, science-fiction, etc., etc. Et on va aussi, donc la question est de prendre cette matrice qui est de taille si simple, hein, 4 x 5, donc ça fait 20 éléments au total, et on va essayer de la factoriser sous la forme de produit de 2 matrices. La première matrice s'appellera U et la deuxième V. U comme user, d'accord, et V c'est comme value. Alors ici, la matrice U va être de taille 4 x 2 parce qu'on a 4 utilisateurs et seulement 2 catégories de films. Et la matrice V va être 2 x 5 parce qu'on a 2 catégories, mais par contre on a 5 films. D'accord? Alors, pourquoi c'est important de factoriser ça? Ben justement, vous allez voir l'intérêt. Et pour simplifier encore plus l'exposé, parce que pour des raisons simplement pédagogiques, on va se placer dans un cadre idéal, soit j'aime pas. Une catégorie, soit je l'aime, soit je l'aime pas. C'est-à-dire, c'est soit, par exemple, on prend Alice ici. Alice aime la comédie, mais n'aime pas du tout le drame. D'accord? Et tous les films dramatiques, elle n'aime pas du tout. Par exemple, Bob n'aime pas du tout la comédie, mais elle aime bien les films dramatiques. Alors, Déborah, elle aime les deux. D'accord? Donc, on est dans un cadre idéal, sachant qu'on peut aussi mettre un coefficient pondérateur. Donc ici, on va mettre soit des 0 pour quand je n'aime pas et des 1 quand j'aime. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai mis pour Charlie 1 parce qu'il aime la comédie, 0, il n'aime pas. Et donc, vous voyez, ici, j'ai sur en fait, ces 5 films, on a déjà une idée de pourcentage de chaque film, de chaque catégorie dans chaque film. Par exemple, pour le film F1, on a noté 3 pour comédie et 1 pour drame. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, il contient moins de drama, il est plus comédie que drame. D'accord? Et le film, ça, c'est le Netflix qui donne, qui remplit cette matrice. Donc, vous voyez ici, pour le film F2, on a 1 et 2, 1 pour la comédie, 2 pour le drame, etc. Donc, vous voyez, si je veux, en fait, à partir de Charlie, vous voyez ici sur la ligne de Charlie, j'ai 1, 0, et sur la colonne F4, j'ai 3, 1. Donc, une simple multiplication ligne par colonne me donne, donc je fais 1 fois 3 plus 0 fois 1. Le calcul, il est fait ici. 1 fois 3 plus 0 fois 1, ça me donne 3. C'est le chiffre que j'obtiens ici. D'accord? Et si je prends au hasard ce chiffre-là, hein, chez Bob, 0 fois 3 plus 1 fois 1, oula, pardon. Excusez-moi. 0 fois 3 plus 1 fois 1, ça me donne 1. D'accord? On prend un autre exemple, par exemple Déborah, qui contient que des 1, 1, ben ça serait tout simplement la somme. Parce que c'est 1 plus 1 plus 1 fois 4, donc ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Vous voyez ici, sur cette ligne-là, on fait que la somme de ces éléments-là. Donc vous voyez, on a déjà la matrice V qui est là, et on a la matrice U qui est là. Alors pourquoi c'est important? Alors c'est important parce que, imaginons qu'on a, pour le stockage, imaginons qu'on a 3000 clients, vous avez 3000 clients ici et 1000 films. Donc vous êtes obligé de stocker en fait 3000 fois 1000 éléments, ce qui nous fait 3 millions d'éléments. La matrice bleue contiendrait 3000 éléments. Alors si je fais la factorisation U fois V, la matrice U va avoir une taille 1000 par 100, on imagine qu'on a 100 critères. Les critères, c'est comédie, action, science-fiction, j'aime les animaux, l'horreur, etc., etc. D'accord? Imaginons qu'on a 100 critères. Donc, vous aurez une matrice en rose ici qui va faire 1000 utilisateurs fois 100 critères, ça le fait donc 100 000 éléments. Et de l'autre côté, vous avez une matrice V qui va faire 100 critères qui multiplié par les 3000 clients. Donc, ça nous fait 300 000 éléments. Donc, tout ça, pour dire que le stockage, c'est plus simple de stocker U et V, ça nous fait au total 400K, 400 000 éléments à stocker, c'est mieux que 3 millions. D'accord? Ça, c'est le premier point. Mais par contre, il y a un prix à payer, c'est de trouver la factorisation. D'accord? Alors après, si je veux, par exemple, trouver un élément dans la matrice bleue, bah, c'est extrêmement facile. Je prends la ligne, l'élément que je veux, c'est celui-là, par exemple, il correspond à une ligne I, une colonne J. Donc, je prends la ligne
et je la multiplie dans le sens tout à l'heure, un élément fois un élément plus un autre fois un autre, etc. etc. Donc, ligne par colonne, et j'obtiens exactement l'élément que je souhaite. Donc, c'est un calcul arithmétique assez simple qui est à la portée de n'importe quel ordinateur actuellement. Alors ensuite, une fois qu'on a cette factorisation, imaginons qu'on l'a. On va donc maintenant faire l'exercice suivant. On va changer de film. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais des films de F1 jusqu'à F5. Maintenant, je vais passer de F6 jusqu'à F10. J'ai F6, F7, F8, F9, F10. Imaginons que Alice a regardé le film 6 et elle a bien aimé. Elle a noté 4. Elle a regardé le 8, elle a noté 3. Le 10, elle a noté 3. On fait pareil pour les autres. Donc, Bob, il a regardé 3 films et les a notés. Charlie, il a regardé 3 films aussi, il les a notés. Et Déborah a regardé 2 films, elle les a notés. Elle n'a pas aimé le 7, mais elle n'a pas aimé non plus le 9. D'accord ? La question est comment remplir ces points d'interrogation. Ce sont ces points d'interrogation qui vont permettre de prévoir ce que le consommateur ou l'utilisateur est susceptible de voir plus tard. Alors, imaginons donc qu'on est dans 2 catégories, C1 et C2, donc on est un petit peu dans l'abstraction, c'était tout à l'heure comédie et drama, C1 et C2, et on met les goûts de chaque utilisateur, ça, que ce soit Netflix, Spotify, YouTube, etc., ils ont beaucoup de connaissances sur leurs utilisateurs, donc on imagine que Alice a 1-1 pour les 2 catégories, elle aime les 2, Bob n'aime que la catégorie C2, Charlie n'aime que la catégorie C1 et Déborah n'aime que la catégorie C2. Et vous avez en fait, comme tout à l'heure, la matrice V qui correspond en fait au pourcentage de C1 et de C2 dans chaque film. Et alors, comment je vais deviner cet élément-là? Alors, c'est simple. Donc, maintenant, on va les remplir. C'est assez simple. Pour trouver cet élément 5, cet élément qui est là, il suffit de multiplier en fait 1 fois 4 plus 1 fois 1, donc ligne par colonne, et vous aurez 5. Donc, si vous faites la même opération ici, vous aurez 3. Donc, vous voyez que si, dans le futur, Alice apparaît sur Netflix, je lui proposerai plutôt de regarder le film 7. D'accord ? Et là, c'est pareil, si je prends par exemple Déborah, alors comme exemple, vous voyez Déborah, elle avait regardé que 2 films, mais j'ai maintenant les coefficients qui me manquaient. Le 3, je l'ai obtenu par 0 fois 1, plus 1 fois 3, ça me fait 3. Et là, le 1 que j'ai obtenu ici, c'est 0 fois 2, plus 1 fois 1, donc ça fait 1. Donc, si Déborah apparaît, je lui proposerai plutôt le film 6. Voilà. Et alors après, comment trouver ces 2 matrices U et V telles que R est sensiblement égal à U fois V? Et là, les techniques d'optimisation apparaissent. Il y a plusieurs algorithmes qui sont utilisés. Il y a le filtrage collaboratif, les techniques d'apprentissage statistique où on apprend à l'ordinateur entraînement des modèles, il y a l'apprentissage supervisé. Et tout ça utilise ce qu'on appelle des centres de gradient que les optimiseurs connaissent, ou quand on a beaucoup de données, le gradient stochastique. Donc vous voyez, on minimise une certaine fonctionnelle ici. Cette fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle la fonction perte. C'est l'écart, on minimise l'erreur. L'erreur de pouvoir se tromper. On minimise cette erreur-là. Donc, vous voyez, il y a une différence de 2 nombres ici. D'accord ? Et cette erreur-là est minimisée en utilisant ces algorithmes-là. Donc, l'optimisation est utilisée quelque part. Voilà. Donc, maintenant, pour essayer de récapituler tout ça, en 2006, Netflix fournissait en fait des films sur DVD. À l'époque, il n'y avait pas de cette révolution numérique sur le streaming. Donc, une partie de son succès est venue de son système de recommandation sophistiqué qui est appelé Cinematch. Alors, cela permet de deviner ce que les clients aimeraient commander en fonction des choix et des notes des autres spectateurs. Donc, Netflix a annoncé un concours public qu'ils ont appelé le Netflix Prize en juin 2007. Et l'idée, c'est qu'on proposerait un gain de $1 million pour toute équipe qui va améliorer le système de recommandation Cinematch de plus de 10%. Donc, en juin 2007, il y avait plus de 200 000 équipes dans le monde, avec 150 pays dans le monde. Et tout de suite, une équipe qui s'appelle Belcore Pragmatic Chaos,
qui est en fait une fusion de deux équipes qui a réalisé une amélioration que vous voyez ici de 10,05% par rapport à Cinematch. Donc, conformément aux règles de Netflix, ils ont donné un mois aux autres équipes pour améliorer ce score-là. Et en juillet 2009, une autre équipe qui s'appelle De Ensemble, qui est aussi une fusion de deux autres équipes, avait amélioré ce score et elle l'a mis à 10,09%, pratiquement 10,1%. Et donc, en fait, Netflix a cessé de recueillir les soumissions pour le concours. Il y a eu une finale entre les deux équipes, qui sont Belcore et Des Ensemble, en septembre 2009. Et les deux équipes sont arrivées à égalité. Et Netflix a déclaré l'équipe Belcore pragmatique comme l'équipe lauréate qui a gagné ce prix-là parce qu'ils avaient soumis leur projet 20 minutes plus tôt que l'équipe Belcore. Donc, j'imagine le désarroi de l'équipe Des Ensemble, le désarroi de l'équipe Des Ensemble qui a perdu à 20 minutes près. Donc, ce prix n'existe plus maintenant et c'est pour vous donner aussi l'intérêt de l'optimisation. Vous voyez qu'on passe de 10% à 10,1% et ce 0,1% pour Netflix représente énormément de gains. Et ceci m'amène donc à conclure cette présentation. Et j'ai envie, normalement en présentiel, je poserai des questions, mais là, en virtuel, c'est un petit peu frustrant. Mais à votre avis, quel est le mot que vous avez entendu le plus ce soir, bien entendu après le mot optimisation? Et alors, il s'agit du mot algorithme. Algorithme. J'ai parlé beaucoup de algorithme à chaque fois, algorithme du simplex, algorithme d'optimisation. On pourrait penser que le mot algorithme est nouveau, mais pas du tout. On trouve l'origine de algorithme chez Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. C'est ce mathématicien persan du 9e siècle. Son nom a été latinisé en algorithmie et puis francisé en algorithme. Donc, al-Khawarizmi, il est né à Al-Khawarizm, une région de l'Ouzbékistan actuel, et il a publié 3 grands ouvrages. Le premier concerne l'algèbre, le deuxième, le livre sur le calcul indien, ce qui a donné le système décimal qu'on connaît aujourd'hui et qui a remplacé les chiffres romains qui étaient utilisés à l'époque en Europe. Et le troisième, c'est le calcul digital et mental. On pourra aussi remercier Al-Khawarizmi pour un autre mot, algèbre. Algèbre, ça vient de l'arabe al-jabr, qui veut dire la réduction. D'accord? C'est comme le rebouteux. Quand on a une fracture, on va chez le rebouteux pour réduire une fracture. D'accord? Ça vient de la réduction, et tous les matheux qui utilisent l'algèbre dans la réduction des endomorphismes, c'est algèbre des endomorphismes. Donc, au début du XXe siècle, Alan Turing, mathématicien britannique, a montré comment une machine peut suivre des instructions algorithmiques et résoudre des problèmes mathématiques complexes. C'est la naissance de l'ère informatique. Et depuis donc une décennie, nous vivons une révolution des données massives et les mathématiques et l'informatique sont saisis pour développer les sciences des données, data science. Ce n'est plus l'équation qui est au centre, mais bien la donnée ou les données. La révolution numérique est plus rapide et plus globale que la révolution industrielle, et à son tour, l'intelligence artificielle et ses algorithmes nous promettent des voitures autonomes, une reconnaissance automatique de la parole, une reconnaissance visuelle pour le diagnostic médical, etc. etc. Donc, dans ce petit mot originaire du Moyen-Âge, que vous voyez ici, algorithme, d'accord, est en train de se transformer notre vie. Et donc, dans ce grand brachistochrone que vous voyez, en passant par de Al-Khawarizmi jusqu'à les big data, en passant par Fermat, Leibniz, Newton et tous ces savants qui ont contribué à l'optimisation, je dirais que l'optimisation algorithmique a beaucoup d'avenir devant elle. Et je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais donner quelques minutes à Reg Alcorn pour finaliser son
tableau et il le fera en musique. Et après, on reprendra la discussion avec une session de questions et d'interaction avec vous. On n'entend pas la musique.
Merci. Donc, un grand merci à Reg qui a fini donc, son tableau. Et avant de passer à la session des questions, je vais laisser la parole à Reg pour interpréter un petit peu à sa manière, donc en tant qu'artiste, le tableau en partant de tableau initial qui était celui de Claude Lorrain. À toi la parole, Reg. Merci Samir. C'est un peu comme Nelson Montfort qui demande le coureur après 400 mètres là de dire c'était comment la course. Prends ton temps. L'optimisation à visualiser n'est pas toujours facile, donc ça c'est toujours mon intention, c'est de donner une espèce de métaphore sur lequel ceux entre nous qui ont peut-être moins de facilité à passer tout de suite à des choses plus abstraites peuvent commencer par voir quelque chose dans 2 ou 3 dimensions. Quand on avait commencé à parler de projet au départ, pour moi, cet aspect historique était très présent. Donc, on comprend qu'en fait, l'optimisation, comme tu as dit, est partout. Et il a toujours été partout. Donc, j'essaie de saisir sur les éléments qui avaient changé depuis le XVIIe siècle, mais en fait, de point de vue d'optimisation, c'est souvent à peu près la même bataille et la même recherche mathématique d'optimisation. C'est-à-dire d'être de plus efficace dans le transport, que ce soit maritime ou après avec le train ou avec les câbles jaunes à New York, d'être plus efficace dans la gestion des foules, d'être plus efficace dans l'énergie. Et donc, j'ai essayé de voir la possibilité de visualiser ça par rapport à une métaphore de l'histoire, en commençant à peu près la même époque que Bernoulli et Newton, avec l'histoire que tu as racontée, de montrer Claude Lorrain. En plus, Claude Lorrain, c'est un peintre qui est d'ailleurs le plus grande influence sur Turner, juste pour faire le lien avec le tableau, qui avait une grande nostalgie pour le monde classique et qui en fait met en scène le monde classique avec beaucoup de ces éléments. Donc on peut très facilement voir l'influence de Euclide et les mathématiques des anciens, du monde grec. Donc pour moi c'est un peu une évidence d'essayer de démarrer là-dedans et puis de voir qu'on garde la même perspective, même si les temps ont changé, même si les moyens de transport changé, qu'il y avait toujours cette même recherche d'optimisation. Et donc ça, pour les images, c'est aussi par rapport les mots, parfois les mots clés comme transport, qu'on voit avec le transport maritime qui commence à s'ouvrir beaucoup à cette époque-là. Jusque le transport de données, ça c'est une petite idée qui m'a beaucoup impressionné dans les recherches. Et voilà comment j'ai essayé de mettre en scène ce développement historique. Voilà, ça c'est le tableau de point de départ. Oui, voilà. Donc là c'est le tableau. Malheureusement, on a le tableau qui est là, mais ça, c'est le tableau, par exemple, qui a été peint l'année dernière, qui arrive, que tu peux l'interpréter. Il y a le brachistochrone qu'on voit ici. Il y a aussi une scène qui arrive dans Times Square pour symboliser un petit peu la partie révolution numérique, etc. Donc, on part du XVIIe siècle pour arriver vers le XXIe siècle. Donc, en traversant un tas de... Et donc, on avait juste à la fin l'algorithme qui a permis les transports de pixels à faire la grande image de Al-Kharazmi, je prononce moins bien que toi, qui pour la première fois a eu son portrait à Times Square. Voilà. Grand chose qui se passe aux États-Unis ce soir. Exactement. Tout à fait.
Voilà. Bon, Oui, maintenant, on va on rend la peut-être- parole à Olivier. Olivier, tu as j'arrête le partage. Donc,